Bienvenue sur Mobility TV pour un coup de zoom sur deux des marques les plus innovantes et les plus prestigieuses du groupe PSA, à savoir Citroën et DS. Bonjour Amaury de Bourmont. Bonsoir à tous. Vous êtes le directeur commerce France de ces deux marques, Citroën et DS. On est heureux de vous recevoir avec deux grands témoins. Thierry Cibor, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, vous avez travaillé dans les plus grands groupes automobiles européens. Vous savez de quoi vous parlez, c'est la moindre des choses sur Mobility. J'espère. Berislav Kovacevic, bonjour. Bonsoir, On ne vous présente plus, consultant également à la tête de Solutions VO. À l'honneur, donc, Citroën et DS, dont vous gérez la dynamique commerciale en France. Les deux marques ne faisaient qu'une, jadis, on le rappelle, la mythique DS était une Citroën. Est-ce que le centenaire vous a bien réussi, puisqu'on a multiplié les manifestations tout au long de l'année 2019 Absolument, et d'ailleurs, c'est pas terminé. On est encore en action en ce moment. Le centenaire réussit bien à la marque Citroën, il faut le dire, puisque on fait une très belle année commerciale en France, avec une part de marché qui revient sur des niveaux qui touchent au plus haut, si je mets évidemment les modèles DS de l'époque à part. Ouais. Donc oui, on peut dire que c'est vraiment une belle année. C'est un peu l'année du retour pour les chevrons, puisque ça faisait plusieurs années que la part de marché était en baisse régulière, malheureusement. Vous avez remonté en France. À partir de quand vous avez remonté? Ça s'est fait au milieu de l'année dernière, pardon. Oui, ouais. En fait, l'année dernière a été bien orientée toute l'année. On a eu quelques difficultés d'approvisionnement sur le lancement de ces 3 Aircross. Et donc, le décollage s'est vraiment fait quand les voitures sont arrivées à partir de l'été 2018. Ouais. Donc, ça fait maintenant pratiquement 15 mois, 18 mois qu'on est vraiment dans une très bonne dynamique commerciale avec la marque Citroën. Avant que je passe la parole à mes camarades, les manifestations qui restent là, octobre, novembre, décembre, de quel type? On fait plusieurs actions. En ce moment, par exemple, si vous arrivez à rentrer dans un showroom Citroën avec quelqu'un qui vous permet d'avoir 100 ans cumulés tous les deux, vous aurez droit à... voilà, exactement, à 100 jours de remise sur votre loyer. Donc, ça permet effectivement de jouer sur ces 100 ans. Et ça fonctionne assez bien, puisqu'on a pratiquement 20% des offres qui sont faites qui font appel à ce montage. Il y a des clients aussi qui amènent leur voiture ancienne de la marque dans les showrooms. Absolument. Et beaucoup de clients ont joué le jeu de façon très sympathique. Absolument, parce que l'idée cette année, c'était effectivement de mettre l'histoire de la marque à l'honneur. Et donc, on avait commencé l'année en demandant à chaque concessionnaire de, évidemment, décorer son showroom avec différentes choses, dont un modèle emblématique, et comme souvent dans ces cas-là, on voit des choses formidables surgir. Donc c'est pas très bien. Ce qu'on a très bien vu à Rétromobile d'ailleurs. Exactement. Magnifique Citroën de toutes sortes. Et on rappelle que la marque est la plus collectionnée au monde. Oui, je ne dis pas de bêtises. Et aux 100 ans à la Ferté-Vidame, c'était phénoménal de voir des colonnes entières de vieilles voitures arriver de l'Europe entière, et pas sur des camions, et ça c'est quand même c'est fantastique. Franchement, c'est fantastique, et c'est là où on voit que c'est vraiment une marque absolument phénoménale. Allez, Thierry Cibor, à vous. Bien, Amaury, comme vous le dites, vous avez une très belle performance et c'est super, mais vous avez vécu quelques années qui ont été plus compliquées. Ces 2-3 dernières années ont été plus compliquées, et donc moi ce que je trouve intéressant, c'est que vous nous expliquiez deux choses. D'abord, comment vous avez su piloter ces années-là, parce que c'est pas évident par rapport au réseau, par rapport aux clients. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, effectivement, qu'est-ce que vous avez semé à ces moments-là pour vous permettre d'être au niveau où vous êtes aujourd'hui, qui est absolument remarquable. Merci. Alors la première chose, c'est je voudrais d'abord rendre hommage au réseau. Parce que dans ces moments-là, eux aussi vivent des moments difficiles, forcément. La marque Citroën a eu une approche qui avait été différente dans les années précédentes et n'avait peut-être pas fait sa révolution comme d'autres marques ont pu le faire avant. Je pense particulièrement à Peugeot et à Renault. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé à la tête du commerce France, c'était il y a 4 ans, exactement il y a 4 ans, il a fallu expliquer au réseau qu'on allait devoir changer un certain nombre de choses. D'abord, il fallait lancer la séparation effectivement entre Citroën et DS. Il y avait la fabrication des hubs de pièces de rechange également, qui était une modification importante. Et puis il y avait un changement assez radical à faire en termes d'animation. Et notamment dans la politique commerciale, d'aller beaucoup plus vers une politique commerciale orientée sur la performance et la qualité de service.
Et forcément, il y a 4 ans, on n'avait pas la gamme qu'on a aujourd'hui. On allait lancer C3. Et donc, on était à un moment où c'était compliqué pour les concessionnaires, les volumes étaient en baisse, la rentabilité était un peu en berne. Et donc, ça a été difficile de faire accepter par le réseau le fait que c'était quand même le moment de le faire, parce qu'il fallait absolument être en position de profiter du redécollage quand et le marché et les voitures seraient là. Ouais, c'était un double effet ciseau. C'était un double effet ciseau. Et donc je veux vraiment leur rendre hommage parce que je sais qu'ils ont vécu des moments très compliqués. Il s'est réduit le réseau d'ailleurs. Il s'est pas réduit, il s'est un peu concentré. C'est un fait. Il y a moins d'investisseurs qu'il n'y avait. En revanche, en termes de représentativité, on est toujours à peu près au même niveau. Mais donc le réseau a su faire cet effort et effectivement, on est passé par des moments assez compliqués. Aujourd'hui, force est de constater que il y a l'effet gamme qui joue, bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi un effet animation, peut-être aussi un peu concentration du réseau, puis prise de conscience par les investisseurs et les concessionnaires que effectivement on était en train peut-être de passer à côté de quelque chose et qu'il fallait être capable de répondre à ce qui se passait chez les autres constructeurs, dans les autres réseaux. Et donc on a fait cet effort. Et aujourd'hui, ça paye. Et ça paye, je dirais, au sens propre du terme, parce que le réseau va faire cette année, je pense, une rentabilité comme on n'a pas fait depuis longtemps. On était à 0,8 du chiffre d'affaires net à fin juin. Ce qui pour Citroën est un bon niveau de rentabilité, c'est 60-70% de mieux que l'année dernière, qui était déjà pas une très mauvaise année. Et donc ça nous met peut-être en trajectoire, si on tient la bonne performance commerciale actuelle, d'aller chercher 1 point de rentabilité, ce qui sera pas très éloigné de ce que fait Peugeot et probablement au niveau de ce que fait Renault également. Donc ça montre et au-dessus d'Opel. Donc ça montre bien aussi, et je suis content de pouvoir retourner ça aux concessionnaires, que effectivement on a fait des efforts. On a fait le dos rond pendant 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on en tire les fruits et 2019 doit être une première année, des bonnes années pour les marques Citroën et DS à venir et pour le réseau. Et donc, c'est encourageant. Donc oui, on a fait le dos rond. On est passé par des moments difficiles et je pense qu'aujourd'hui, on en touche les dividendes tous et c'est une très bonne chose. En tout cas, ce que vous dites, certes, il y a un effet produit, mais je pense que ayant fait un peu le job, il y a un vrai travail de fond. Et il y a une chose qui parle d'elle-même, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de dire qu'ils font partie du réseau Citroën. Oui. Et pendant des années, ils avaient des doutes. Et non seulement les doutes sont levés, mais en plus, ils revendiquent en disant on fait partie du réseau Citroën et ça veut dire quelque chose. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Non, donc, et puis c'est un très beau réseau. En plus, c'est un réseau qui a su investir, alors on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans DS aussi, parce que ce sont les concessionnaires Citroën qui ont fait DS. Et ils ont investi dans leurs affaires Citroën. On a mis au goût du jour tous les showrooms Citroën en un temps record, en à peu près 18 mois. Et donc tout ça s'est fait en même temps, c'est-à-dire qu'on a repositionné la marque, on a relancé la gamme, on a un peu rénové les showrooms, et puis tout le monde a fait aussi sa révolution intellectuelle, et on arrive aujourd'hui avec un alignement des planètes qui fait que au lieu de gagner 0,2 ou 0,3% de part de marché, comme c'est souvent le cas, on gagne plutôt 1,5%, ce qui est beaucoup. Et puis on a l'espoir de continuer ça. Donc c'est vraiment, je crois que c'est aussi un peu la consécration du travail qui a été fait par tout le monde depuis 3 ans. On reste sur Citroën encore, Béresta, avant de parler de DS. Sur Citroën, vous parliez de dos rond. Est-ce que sur la partie véhicule d'occasion et sur la partie service, le réseau primaire a peut-être pris aussi un peu exemple sur ce qu'a réussi souvent le réseau Citroën au niveau du réseau secondaire? Les agents sont assez costauds sur le VO et sur l'après-vente, et ils prouvent depuis longtemps que même si le VN tousse, en fait, ils passent le cap de la tempête. Les réseaux aujourd'hui avec des frais de structure de 4 à 6 points en général, et j'ai entendu un certain Jean-Philippe Imparato aller plutôt vers le 3,5 avec du bimarque, du trimarque, donc Opel, Peugeot, des réunions. Est-ce que ça les a aidés à digérer avec le VO et l'après-vente la partie VN qui était compliquée? Il y avait quand même des grosses turbulences. Oui, bien sûr. En fait, le véhicule d'occasion est totalement stratégique, vous le savez bien mieux que moi, et donc on fait dans l'actualité avec Spoticar, je crois, qui arrive. Qui plus est, et on fait de gros efforts dans le domaine du VO depuis pas mal de temps, et on va en faire de plus en plus parce que le VO va jouer
jouer un rôle de plus en plus important. Bon, on a pris la décision il y a déjà quelques années de valoriser nos marques, et donc vous savez bien que l'écoulement des véhicules d'occasion est clé quand on parle de valeur résiduelle, quand on parle d'image de marque. Donc on a fait déjà de la LOA aussi. Et absolument. Donc on a fait cet effort-là, et c'est vrai que les concessionnaires ont peut-être redécouvert un peu le métier du VO, et donc on assiste aujourd'hui à effectivement une amélioration assez sensible à la fois des volumes et de la rentabilité. Et c'était pas évident au début de l'année parce qu'on savait pas très bien ce qui allait se passer, notamment avec les histoires d'essence et de diesel, mais force est de constater qu'on a une amélioration sensible de ce canal qui est liée, je crois, à la prise en compte de son importance et donc aux moyens qu'on y met, et qu'on va y mettre encore plus dans les mois qui viennent avec Spoticar, et donc tout ça effectivement contribue à remonter, je dirais, encore plus l'importance du VO dans le PNL classique d'un concessionnaire automobile. Si on reste juste un instant sur Spoticar, est-ce que ça va peut-être d'ailleurs pas plus profiter au réseau Citroën qui depuis longtemps faisait de la conquête et plus peut-être de multimarquisme que Peugeot ou Opel qui étaient un petit peu moins forcément en contact et sur leurs produits? J'entends les gens de Peugeot avoir un peu peur de quitter Occasion du Lyon, j'entends moins le réseau Citroën avoir peur d'être vraiment multimarquisme avec une marque identique dans toutes les marques. De toute façon, je dirais que ça doit être une opportunité pour tout le monde. Je pense que c'est une énorme opportunité, le fait de mutualiser ses forces. 40 millions quand même. 40, et en plus, on voit bien qu'on va pouvoir mettre tous les moyens qu'on investit et qu'on investissait, Citroën séparément, Peugeot séparément. Là, on va pouvoir mutualiser tout ça, et donc ça va nous donner un poids plus important. Donc, ça doit bénéficier à tout le monde. Ça doit bénéficier à tout le monde, aux clients et au réseau. Si dans la même ville, on a un Spoticar Opel qui n'est pas forcément dans le même groupe que le Spoticar Citroën et pas forcément dans le même groupe que le Spoticar Peugeot. Comment vous voyez les choses? On peut avoir deux Flunch dans une même ville ou deux McDonald's, il y a des choses qui arrivent. C'est pas faux. Et je crois qu'il y a des marques qui ont fait ça du côté d'Asvelt aussi. C'est des choses qui existent, et je pense qu'ils se gèrent assez bien. Il faut qu'on parle de DS. Où est-ce qu'on en est avec DS? Tiens, combien de DS stores en France là? 155 stores et salons, un peu plus de 2/3 de stores. Ça monte, ça baisse Ça monte. On avait un objectif pour le réseau de 190 points de vente, donc on y sera dans la trajectoire qu'on s'était fixée. Là aussi, c'est pareil. On a ouvert 155 nouveaux garages en un an et demi. Avec des salariés Citroën, évidemment. Plus ou moins, avec une structure derrière Citroën, puisque les DS stores et salons sont tenus par des concessionnaires qui sont Citroën. En revanche, on a recruté énormément de gens. En particulier, nos conseillers experts sont souvent des conseillers experts qui viennent de l'extérieur. Il y en a quelques-uns qui sont venus de chez Citroën, mais il y en a beaucoup qui sont venus de l'extérieur, à qui on a apporté une formation très importante. On a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans la formation. On vend pas une DS comme on vend une Citroën. Et non, on vend une DS à un client premium qui vient avec des aspirations un petit peu différentes, et donc il faut savoir s'adresser à lui de façon un petit peu différente. Donc on a construit ce réseau qui d'ailleurs a été récompensé hier par le journal de l'automobile comme étant reconnu comme étant le meilleur réseau par les clients et en termes de qualité de réseau et d'expérience client. Et donc ça, c'est très encourageant pour nous parce que ça reste un réseau très jeune, et comme vous le savez, il y a un phénomène d'expérience, d'acquisition d'expérience avec lequel il faut vivre, mais on a vraiment, et le réseau avec nous a mis le paquet dès le début pour se mettre le plus vite possible au bon niveau sur le VN. Maintenant, le deuxième challenge, évidemment, c'est l'après-vente, et donc on y travaille actuellement. On va pas décliner les modèles et les parts de marché, mais la DS7, où est-ce qu'on en est, puisque ça a été le modèle phare du lancement. DS7 est le premier modèle de la nouvelle gamme DS, et DS7 s'est installé quasiment dès le lancement, avril de l'année dernière, à la première place de son segment, et ne l'a quasiment plus jamais quitté. On parle de la France, là. On parle de la France. Moi, je vous parle que de la France, et ne l'a quasiment plus jamais quitté, mois après mois. Nous avons un premium français. On peut vraiment dire, oui, on a un premium français, et les clients le reconnaissent comme tel. Le niveau de conquête sur nos concurrents premium est d'ailleurs tout à fait conséquent, et on est très satisfait, et les clients sont très contents
content du véhicule, très content du véhicule. Donc DS7 est un immense succès, et en plus la performance de la voiture continue de s'améliorer mois après mois, c'est-à-dire que tous les mois la performance continue de croître d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est très bien. On vient de lancer DS3 Crossback qui s'inscrit immédiatement dans les pas de DS7 Crossback. Pareil, dès le lancement, la voiture est numéro 1 quasiment, avec une voiture sur 2 sur le segment du BTT Premium. Et là, pareil, les clients viennent de... Les clients viennent aussi, pareil, d'un petit peu tous les horizons. Ouais. D'un petit peu tous les horizons. Donc, on sait qu'on a un travail important à faire sur la conquête, parce que de toute façon, si on veut mettre DS devant, et c'est l'objectif, bien sûr, ça va passer par un travail de conquête très fort, et on sait qu'il faut du temps pour installer une marque. Alors, on a la chance d'avoir une marque française en France, donc on part évidemment lancé par rapport à d'autres pays, mais donc on travaille beaucoup là-dessus pour travailler à la fois la notoriété et l'image de la marque DS en France. Conquête, par contre, pose le problème pas évident à gérer de la reprise de véhicules d'autres marques haut de gamme. Absolument. Et j'ai entendu dire que c'était pas toujours facile à gérer dans le stock VO que de racheter de la BMW et de la Mercedes pour la revendre, parce que autant la conquête en VN est pas évidente déjà à assumer, autant celle de la revente VO de marques complètement inconnues de la plupart des chefs de vente VO Citroën pose quand même encore beaucoup de soucis. C'est un très bon point. D'ailleurs, on avait créé une cellule centrale pour aider les chefs des ventes à la reprise de modèles auxquels on n'était pas forcément habitué, parce que, comme vous le dites, on reprend des VO à 30, 40, 50 000, et s'il vous manque l'option à 200 €, parfois la valeur de la voiture peut perdre 5 000. Oh oui. Donc, il ne faut pas se tromper. Et on a fini par arrêter ce service au réseau, parce que le réseau a appris. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des concessionnaires qui s'éclatent comme des fous. Qui, quand vous allez les voir, ils vous présentent leur parc VO. C'est tout juste si quand vous arrivez chez eux, vous posez même pas la question de savoir si vous êtes chez Citroën, DS, Peugeot ou Renault, ou chez BMW ou Audi, parce que quand vous arrivez, vous avez des rayons de BMW et d'Audi, et ils jouent avec ça. Vous avez gardé DS Certified, contrairement à Spotify. Exactement. On a effectivement appris de ce que faisait la concurrence, et on a gardé le label DS Certified. Mini Next, Audi Occasion Plus. Exactement. Ça a du sens. Et en fait, si vous voulez, je dirais que c'est comme toujours, d'abord c'est en marchant qu'on apprend, et donc il faut savoir prendre un peu des risques, mais tout concessionnaire est un entrepreneur, et donc il vit de ça. Après, si vous êtes effectivement bon dans la reprise et bon dans la vente, vous pouvez vous permettre de temps en temps de vous planter. Quand vous en avez vendu 10 à côté qui ont très bien fonctionné, c'est pas grave, mais effectivement il faut se lancer, et donc c'est comme toujours, et ça c'est la vie d'un réseau. Il y en a qui se lancent très vite et qui apprennent très vite, et ça va très vite, et effectivement quand quelqu'un arrive, il arrive parfois qu'un client reparte d'ailleurs avec un peu d'argent, même quand il a acheté un DS7, parce que parfois il laisse un VO qui vaut 60 000 €, ça peut exister, c'est pas très courant, mais il y a parfois sur les parcs, effectivement, donc ça peut arriver, et là il faut effectivement avoir le courage de faire la reprise, mais si vous montez bien votre coup, c'est normalement les chefs de vente VO de Toyota avaient très peur des Lexus, les chefs de vente VO de Volkswagen avaient très peur des Audi, et donc évidemment il y a ce passage un peu obligé qui n'est pas évident à gérer, mais par lequel il faut passer. Et puis je dirais la notoriété de la marque DS allant augmenter, celle de DS Certified augmentera aussi, et derrière les clients sauront que effectivement chez DS il y a une offre VO premium de qualité, et donc plus ça va aller et plus ils vont venir vers nous. En termes de service, qu'est-ce que j'ai de plus chez DS que chez Citroën en termes de service, d'accompagnement? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va me parler davantage? Est-ce qu'on va m'accompagner davantage? D'abord, on vous propose d'aller chercher votre véhicule et de vous le rapporter. On vous donne aussi un numéro d'accès particulier, c'est-à-dire que vous êtes vraiment traité de façon très individuelle. Voilà. Et puis vous êtes aussi reçu dans le store, dans un espace qui est dédié au service, avec derrière la qualité de service qui va avec. Service de conciergerie commun au VO. Absolument. Oui, alors moi j'aurais voulu, tout à l'heure on a parlé un peu du rétroviseur, du passé, et j'aurais voulu me projeter un peu. Au fond, il y a quand même beaucoup de challenges qui arrivent là dans les mois et les années qui viennent, à la fois réglementaires, à la fois d'évolution des véhicules, à la fois de changement de business model. Par exemple, si des véhicules électriques se développent, ça change aussi les business models. Comment vous travaillez sur ces sujets, sachant qu'un patron comme vous est quand même aussi très préoccupé par le court terme, par le quotidien, par les commandes du jour, les livraisons du mois, enfin voilà quoi. Donc comment
comment on fait pour piloter tout ça en même temps? On fait tout en même temps. On fait du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc le moyen terme, c'est d'abord effectivement 2020 avec la législation et le respect de la norme café, à laquelle évidemment le groupe répondra à l'heure et dès le 1er janvier. Donc ça, c'est un élément d'importance. Ça veut dire donc le déploiement d'une gamme de véhicules électrifiés dans le groupe, au sein du groupe. Il y a déjà une demande, vous le sentez ou pas? Oui, écoutez, si on reprend DS, on est aujourd'hui sur des mix de commandes qui sont déjà assez significatifs alors qu'on n'a pas vraiment lancé les voitures. Donc on sent qu'effectivement il y a une attente des clients, ils veulent essayer les voitures. Vous parlez bien de l'électrique, pas de l'hybride rechargeable. Je vous parle des deux. Des deux. On a une demande pour les deux véhicules. Les deux contribuent à respecter la norme. Les deux respectent la norme. DS7 Crossback, 31 grammes de CO2, c'est tout à fait exceptionnel. Après, il y a évidemment, et ça fait partie du plan Push to Pass du groupe, l'aspect mobilité sur lequel on travaille beaucoup. On développe, juste pour prendre un exemple, le Rent dans toutes les marques. Et donc là, on a vraiment fait un très gros effort dans les 15 derniers mois pour à la fois faire basculer tous nos points de vente dans le Rent, et ça, on est en train d'y parvenir, et ça va, c'est vraiment une question de semaines ou de mois. Et puis ensuite, pour proposer ce nouveau service aux clients, alors qui n'est pas forcément immédiat, et donc on a un travail de démarche à faire. C'est pareil, on a un travail exactement comme on le fait pour DS. Il faut qu'on fasse croître la notoriété de notre marque, donc on va avoir une approche qui sera également de mutualiser sous un panneau Free to Move Rent l'approche des rents. Et là aussi c'est pareil, ce sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile pour le client, et on est convaincu que c'est évidemment un business, enfin une partie importante du business model des concessions, du constructeur bien sûr, et des concessionnaires de demain. Et donc on travaille également là-dessus, à côté du rapport du matin où on constate avec plaisir que les commandes ont augmenté. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on espère tous les matins. Un mot de l'actualité, ce qui arrive sur le front du pétrole et sur le front de la récession générale des marchés automobiles dans le monde, est-ce que ça vous préoccupe ou est-ce que vous vous dites c'est conjoncturel ? Je vous mentirais si je vous disais que ça ne nous préoccupe pas, mais après on est habitué à vivre dans un marché qui fluctue énormément. C'est ce qui fait aussi sa beauté. On sait que le marché automobile parfois connaît des périodes à la hausse, parfois à la baisse. Charge à nous de nous adapter et d'être meilleurs. Et c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis tout le temps aux concessionnaires. La meilleure protection contre un marché qui fluctue, c'est la part de marché. Si on gagne de la part de marché, on amortit d'autant les impacts du marché. Donc oui, évidemment, quand il y a des grands coups, d'ailleurs je constate que le pétrole augmente, enfin que l'essence augmente très vite. Quand le pétrole augmente, ça a l'impression que ça va un petit peu moins vite dans l'autre sens. Mais après, on essaye de proposer de toute façon à nos clients les meilleurs véhicules, à la fois en thermique et demain en électrifié, pour répondre à ce genre d'aléas. Est-ce qu'il y a eu digestion des plateformes pièces de rechange? Ça a été un très gros challenge. Absolument. Pour amortir les frais de structure des affaires, parce que les premières années ont été tendues. Absolument, on a 39 plateformes de pièces de rechange maintenant qui fonctionnent bien. Et c'est pareil, le réseau a appris, il a appris très vite. Ça a eu un effet, c'est une anecdote, mais ça a été très intéressant de voir des concessionnaires Citroën qui se parlaient pas depuis des générations, voir des concessionnaires Citroën et Peugeot se réunir pour fabriquer des hubs à 4 ou 5 actionnaires. C'est souvent des plateformes. Et ça aussi, je pense que ça contribue aussi à l'unité du réseau pour aller dans ce domaine. Et donc, on est effectivement très satisfait. Les résultats, il a fallu mettre le système en place. C'est sûr, au début, on a un petit peu tout cherché. La contribution des pièces est très élevée dans le résultat. La contribution des pièces est importante. L'année 2019 est une vraie année de décollage pour les plateformes. Et donc, on a beaucoup d'ambition dans les années qui viennent, parce que même si c'est une année de décollage, il reste une part énorme du gâteau à aller chercher, et je pense que tout le monde en est bien conscient. Et maintenant que les choses sont bien en place, on est assez optimiste sur notre capacité effectivement à aller attaquer des clients sur lesquels on n'était pas vraiment aujourd'hui. On n'attendra pas le 31 décembre pour vous souhaiter une belle année 2020 pour DS et pour Citroën. Vous avez travaillé en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Est-ce qu'il y a une spécificité du marché français, des clients français, vous qui connaissez bien l'Europe?
Je dirais qu'il y a une spécificité des marchés germaniques où les clients ont un rapport à l'automobile qui, je pense, est absolument incompréhensible pour un Français. Pourquoi ? Plus passionnel, plus fusionnel, plus... Parce qu'on voit des choses, qui n'existeraient nulle part ailleurs. On voit un niveau d'exigence qui parfois confine, alors je vais pas dire au ridicule parce que ça n'a pas de sens, mais qui confine à des niveaux auxquels on est incapable de s'attendre quand on vient de France, avec des gens qui attachent une importance colossale à quelque chose que vous ne verriez même pas sur votre voiture, mais à un détail, mais qui considère que sur un véhicule, tout doit être parfaitement fonctionnel et tout doit être là où il imagine que ça doit être, et c'est pas une question de prix. C'est-à-dire qu'on voit des clients qui dépensent 15 000 euros ou 30 000 ou 50 000 euros, c'est la même chose. Il y a vraiment un rapport à l'automobile qui est particulier. Tout à fait différent. Amaury de Bourmont, directeur du commerce France DS Citroën. Merci d'avoir participé à ce coup de Zoom.